Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Mihaï Gouzou. Bonjour Mihaï. Bonjour Sophie. Alors Mihaï, tu es diplômé de l'Université de Liège en 2013 et tu es aujourd'hui vétérinaire spécialiste en stomatologie et dentisterie. Donc DIP EVDC, European Veterinary Dental College, et tu travailles chez Advesia Avidisi. Ancien interne d'Alfort, tu es également détenteur de non pas 1, mais 3 DU en microchirurgie, carcinologie cervico-faciale et chirurgie maxillofaciale. Sacré palmarès. Tu es aussi mari et heureux papa de 2 enfants. Sans oublier kayakiste, runner et dessinateur en ton temps libre. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un vétérinaire qui ne le devient pas par passion, mais plutôt par quête de sens, et qui s'est donné comme mission de restaurer le confort aux animaux souffrant en silence. Est-ce que ça te va comme définition ? Ouais, pourquoi pas. Alors, on démarre avec la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ? Eh ben écoute, ça a été un cheminement assez long, je pense. Il y a pas de réponse claire. Moi, j'ai eu des animaux quand j'étais petit, des chats, des chiens. Et je pense que le déclic sans doute est arrivé. Il y en a eu 2 sans doute. Dans un premier temps, mon chat qui a été atteint par une tumeur au niveau de la face, au niveau de la mâchoire. Et malheureusement, le vétérinaire traitant était assez démuni sur ce qu'on pouvait faire. Et donc, je l'ai vu partir très très progressivement avec un traitement palliatif sur plusieurs mois. Et ça a été assez horrible. Et sans doute ça a été un premier choc qui a permis dans ma petite tête de cheminer. Et puis l'autre point décisif sans doute, c'est la lecture d'un livre qui s'appelait le puma blanc, qui traitait d'une sous-espèce de puma donc en Amérique du Nord qui vivait au Canada, plutôt dans la partie est, et qui a complètement disparu. Et donc il s'agissait de ce dernier individu et de l'histoire de cet individu avec une zoologue qui l'a suivi et voilà, jusqu'à ce que malheureusement un braconneur les tué. Et donc sans doute ça m'a aussi un petit peu choqué, et puis ça m'a fait cheminer, réfléchir un petit peu, comme tu disais, un peu cette quête de sens. Parce que moi j'étais orienté complètement différemment au départ pour mes études. J'ai fait un parcours plutôt sciences de l'ingénieur au lycée, avec plus de maths et électronique, tout ça. Et c'est vrai que à la lecture de ce livre, je me suis dit non, mais en fait je veux vraiment être utile. Je veux que ça serve à quelque chose, mon métier, qui soit un petit peu plus grand que simplement ingénieur ou designer à l'époque je voulais faire. Et voilà, sans doute c'est ça qui m'a amené plutôt à changer de voie dans un premier temps et de choisir la biologie. Donc j'ai fait une fac de bio, donc une licence de bio, et de par cette licence de bio, ensuite j'ai entendu parler du concours en Belgique, et c'est parce que j'étais pas spécialement orienté vers vétérinaire au départ. Et donc je me suis permis de présenter ce concours. À l'époque, c'était la dernière année du concours belge, et j'étais admis. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je suis arrivé vétérinaire. Et est-ce que tu fais un lien
entre tes ambitions de départ et ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des liens à faire en termes de compétences, ou c'est absolument pour toi 2 mondes complètement différents? Bah, c'est sûr que moi j'ai un petit côté artiste au départ. C'est vrai que j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque, quand j'étais en école primaire, au collège, un atelier d'art. Donc je faisais de la sculpture, je faisais du dessin, de la peinture. Et c'est vrai que j'avais ce côté un peu artiste, j'aimais bien parce que c'est une échappatoire, c'est assez sympa, c'est reposant. Et sans doute, après, bon, il y a le dessin technique pour l'ingénierie. Donc tout ça, ça se recoupe peut-être. Après, avec les études vétérinaires, c'est vrai que j'aimais bien dessiner des planches d'anatomie. Je me rappelle que quand j'étais vers la fin de mon cursus en chirurgie, on nous demandait de faire des petits devoirs, de redessiner les chirurgies que l'on avait faites dans la journée, de faire des schémas explicatifs. Moi, je prenais vraiment du plaisir à dessiner. Je faisais ça vraiment super détaillé. Et puis, je voyais la tête après des chirurgiens de nos profs qui regardaient ça, waouh. Mais en fait, moi, j'adorais quoi. Et donc c'est vrai que sans doute, j'aime bien tout ce qui est anatomie, j'aime bien tout ce qui est repères dans l'espace et tout. Et donc il doit y avoir forcément, ça doit se recouper un petit peu avec l'ingénierie aussi. Enfin, je veux dire, finalement, les vaisseaux, c'est des petits tuyaux, hein, c'est les circuits imprimés, c'est le circuit nerveux. Voilà, tout ça, oui, il y a sans doute un petit peu de similitude, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Je dirais pas qu'il y a une continuité pleine, euh, mais oui, si je devais compléter un petit peu, bon, c'est vrai que là, pour les dernières publications qu'on a faites, tu vois, c'est moi qui me suis chargé des schémas explicatifs, anatomiques, pour les lambeaux, etc. Et donc, c'est quelque chose qui me suit encore un petit peu, quand même. Ah c'est chouette. Alors, tu as fait tes études en Belgique, comme tu l'as dit. Ton accent ne te trahit pas, ni pour le côté belge, ni pour voilà le côté roumain. C'est finalement Ouais. seulement ton nom qui nous donne quelques indices, Mihai Gouzou. Tu arrives en France en 1989, qui est une date fatidique pour la Roumanie, car il s'agit de la révolution roumaine contre le régime de Ceausescu. Est-ce que tu as des souvenirs de cette époque ou peut-être des récits transmis par tes parents? Non, j'ai des souvenirs assez précis parce que évidemment pour un enfant, bon à l'époque j'avais 5 ans, c'est une période forcément un peu traumatisante, hein. Tu changes toute ta vie, ton environnement il change complètement, tu vois de nouvelles choses et donc il y a forcément des flashs qui me restent. Donc oui, je me souviens très très bien du voyage, surtout des étapes qu'on est passé par Berlin. Je me rappelle très bien de la tour de Berlin, du S-Bahn qui passait à côté. Ensuite, quand on est arrivé aux Pays-Bas, puisqu'on est resté plusieurs mois aux Pays-Bas, mais on voulait pas me scolariser en tant que réfugié. Et finalement, mes parents, à travers une association d'entraide française qui s'était implantée à ce moment-là dans le village natal de mon père, eh bien, il avait eu un contact d'une personne à Bourges, donc dans le centre de la France. Et on a tapé à leur porte. Donc on a traversé la Belgique, une bonne partie de la France. On est arrivé à Bourges et on a toqué à leur porte. Voilà, nous sommes roumains. Et puis ils nous auront accueillis tout simplement, quoi. Enfin, c'est incroyable. T'as des gens qui ont quand même la main sur le cœur. Et c'est sûr que bon, quand tu y réfléchis un petit peu, est-ce que tu ferais la même chose avec des réfugiés aujourd'hui? J'en suis même moi-même pas certain. Donc ça a été une chance incroyable. Et puis après, voilà, on a déménagé un petit peu, on est parti plutôt vers la Bretagne, mais voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé en France. Et puis donc oui, j'ai des souvenirs très très précis. J'ai des souvenirs de mon premier contact avec le fromage camembert, avec les premiers mots français, oh là là. Et voilà, donc oui, ça c'est des choses qui restent forcément, hein. T'as beau avoir que 5 ans, c'est les premiers souvenirs hein, généralement, mais là c'est vraiment bon, un contexte particulier, un peu traumatisant quand même pour un gamin, même si je pense que finalement j'en ai pas eu de séquelles majeures, mais forcément ça impacte forcément ta vie, quoi. Tu as des apprentissages en particulier que tu retires de ça justement? Quelles influences ça a pu avoir sur ta vie?
Je sais pas trop. Je pourrais pas te dire comme ça, mais par contre, quand mon premier gamin, Matei, a eu l'âge que j'ai eu quand je suis arrivé en France, quand j'ai fait cette traversée de l'Europe là, ça m'a fait quelque chose. Je me souviens très très bien de ce moment-là, quand il a eu 5 ans, et donc je me suis dit waouh, je me suis un petit peu vu dans ses yeux quoi. Et donc ça c'était un petit peu ouais, un souvenir. Euh, Après, est-ce que je peux te dire, je pense que ça m'a forcément un petit peu introverti, cette, ce chamboulement dans ma vie, et j'étais plutôt un gamin assez en retrait, hein. Pendant toute la scolarité, j'étais pas quelqu'un qui allait spécialement vers les autres, et je sais pas si c'est pour ça aussi que j'ai choisi le métier de vétérinaire. Est-ce que c'est le contact avec les gens qui me faisaient peur de prime abord, et que je me suis dit bêtement hein, que c'était les animaux que je voulais sauver avant les humains, ce qui est finalement complètement à l'opposé de la réalité, hein, parce qu'évidemment au bout de la laisse ou au bout de la poignée de la cage, il y a un propriétaire hein, forcément. Mais dans la tête d'un gamin, ça joue peut-être, ou d'un adolescent, c'est peut-être effectivement. Je n'ai jamais fait de psychanalyse, mais c'est pas impossible. Tu as pu retourner depuis en Roumanie? Ouais, ouais, j'y retourne très très fréquemment. Ouais, ouais, quasiment tous les ans, hein, j'y retourne. Malheureusement, la dernière fois que j'y suis retourné, là, il y a un mois à peu près, ma grand-mère qui est décédée, et donc forcément là où ça ferme une boucle aussi, Hmm. parce que c'était un petit peu l'attache là-bas, et avec elle est partie toute une partie des souvenirs. Enfin, c'est quelque chose, ouais, c'est sûr. Hmm. Oui, parce que eux étaient restés là-bas, j'imagine. Oui, oui, eux, ils étaient restés là-bas, mes grands-parents. Donc c'était notre attache là-bas. Ma tante qui elle était partie en Allemagne à Munich, elle est revenue récemment là, enfin les dernières années, pour s'occuper d'elle. Et donc c'était, je pense aussi pour elle important quoi voilà, de s'occuper un petit peu de ses parents avant que ce soit trop tard, et le retour aux sources. Et moi-même, pour l'anecdote, tu vois, je parle que roumain à mes enfants, parce que je voulais justement garder un petit peu ce lien pour qu'ils puissent se faire comprendre et puis comprendre leur arrière-grands-parents. Bon, et du coup, forcément, là, dernièrement, ça fait un choc, quoi, parce que tu te dis, bon, bah voilà. Je sais pas si ça a servi à grand-chose, mais au moins ils l'ont connu un petit peu. Et, bon, pour moi, ça me tenait à cœur, quoi, hein, franchement. Ouais, je comprends, je comprends. Une page qui se tourne finalement, mais c'est quand même un livre qui a été ouvert. Moi, je le vois un peu comme ça. Ouais, ouais, complètement. Moi, je pense que de toute manière, pour les enfants, c'est une chance, hein. Moi, j'ai une Hmm. femme qui est orthophoniste, et donc elle s'occupe uniquement d'enfants en difficulté, souvent des réfugiés d'ailleurs. Je pense que c'est une chance hein, pour les enfants d'être bilingues ou trilingues. Enfin, je veux dire, c'est un tremplin extraordinaire après, parce que ça leur ouvre l'esprit. C'est un apprentissage qui se fait souvent plus facilement à terme. Donc oui, je pense que c'est forcément un bon point pour eux, un bon départ. Hmm. Bon, ben merci beaucoup pour ce partage. Revenons-en aux études, justement. Tu étudies donc à Liège. Comment se passe ton cursus? Tu es impliqué dans le folklore estudiantin. Je sais que tu es pas mal impliqué dans le sport aussi. Ouais, moi en fait, alors c'est un peu complexe, parce que quand j'étais à la fac de bio, donc à Rennes, je faisais du canoë-kayak, et je commençais le haut niveau, et j'ai représenté la Roumanie en canoë. Donc canoë slalom, c'est la discipline olympique là, avec les piquets rouges et verts là. Et donc j'ai commencé ça, évidemment, quand je suis parti en Belgique, et puis que les études sont arrivées à un niveau un petit peu plus important, et c'était plus trop compatible de faire les deux, j'ai dû arrêter. Donc effectivement, je faisais un petit peu de canoë-kayak, puis après j'en faisais encore un peu en loisir, puis là ça fait quelques années que j'ai un petit peu lâché. Après, donc je me suis un petit peu impliqué. En fait, moi, je suis pas baptisé, donc le bizutage en Belgique là, ça a été une période assez délicate d'ailleurs pour moi, parce que en fait en première année, tout le monde est mélangé, donc c'est super, hein, l'ambiance est vraiment très sympa.
Et au bout de la première année, quand tu rentres en deuxième, tu as le folklore qui commence, donc toutes les activités estudiantines. Et donc moi j'ai commencé le baptême et bon j'ai tenu pas très très longtemps parce que il y avait un petit peu trop d'alcool pour moi. Euh, et, euh, et donc quand j'ai arrêté, malheureusement, toutes les personnes que je côtoyais à ce moment-là, elles ont subi une sorte de lavage de cerveau et elles ont arrêté complètement de m'adresser la parole, quoi. J'ai trouvé ça incroyablement dur. Donc moi, heureusement, il y avait une autre association, donc le cercle liégeois vétérinaire, le CLV, qui existait. Donc ça m'a permis de garder une activité sociale, de me trouver d'autres amis, et puis que j'ai gardé depuis, heureusement. Donc des liens assez forts qui se sont créés par la suite. Heureusement, tous les baptisés sont pas comme ça, hein, mais malheureusement, je suis tombé sur des personnes qui étaient pas trop de confiance. Donc oui, je me suis impliqué dans le CLV, j'étais secrétaire du cercle. Et puis une année ou deux, après je me suis occupé des activités plus. On avait fait un voyage justement en Roumanie, hein. On était une vingtaine ou une trentaine d'étudiants à être allés là-bas. On a fait une semaine de trekking et puis de visite et tout. C'était très très sympa avec les ours qui rôdaient autour de nous dans les Carpates. Voilà, j'en garde des super souvenirs. Heureusement, tout s'est bien passé. Ouais. Mais T'es là pour raconter l'histoire en tout cas. ouais. Mais écoute, on a campé dans les Carpates. Voilà, on s'était préparé évidemment. On avait mis tous les aliments dans des sacs étanches. On les avait mis en hauteur sur une branche d'arbre, bien à distance de notre campement et tout. Donc voilà, tout s'est bien passé. On a fait ça dans les règles. On n'a pas eu de soucis. Mais évidemment, le lendemain, quand on s'est réveillé et qu'on a continué notre trek, à quelques dizaines, 100 mètres, on a vu des traces d'ours, des selles d'ours. Donc on s'est dit, puis pleine nuit, on avait entendu les chiens de berger qui hurlaient comme pas possible. Donc c'est là qu'on a réalisé, en fait, il s'est peut-être passé quelque chose, hein. On a eu un visiteur dans le coin. Donc ouais. Après, bon, les études, c'était. J'en garde pas un souvenir extraordinaire. Liège, c'est un petit peu gris quand même. Le climat est pas forcément évident. Puis bon, c'est des études assez difficiles quand même, hein. J'ai eu quelques secondes cesse et tout. J'étais pas l'élève le plus brillant, même si je suis arrivé 21e au concours. Après, je sais pas si c'est le fait que voilà, les gens m'ont un petit peu tourné le dos et tout, mais j'étais un petit peu perturbé, donc c'est sûr que ça m'a pas aidé. Mais bon, le point important, c'est d'avoir terminé et puis d'avoir trouvé une voie qui me convient. Moi, j'ai fait 2 années de pratique plutôt générale en sortant. Enfin, j'ai continué d'abord par un internat à Maison-Alfort, parce que je me suis dit quand même qu'il fallait que je complète un peu mes connaissances. Je me sentais pas complètement prêt. Je voyais bien que j'avais quelques lacunes en médecine interne, par-ci par-là. Et donc j'ai voulu un petit peu compléter tout ça. Ça m'a permis aussi de me forger une expérience clinique. Euh, J'étais un peu déçu par l'internat parce que je pensais qu'on aurait plus de backup par des seniors, plus de formation, etc. Puis en fait, tu te rends compte que tu sers vraiment de petites mains et finalement, soit tu t'es proactif et puis tu essaies d'apprendre par toi-même, ce que j'ai essayé de faire, soit en fait l'internat te sert pas à grand chose si ce n'est à aligner encore une ligne sur ton CV, quoi. Donc une fois l'internat fini, moi j'avais déjà fait des stages à Advesia avec Philippe Hennet qui a été mon mentor par la suite. Et après 2 années de pratique G, c'est là qu'il m'a proposé le poste de résident. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné en fait après sur la spécialité, quoi. Donc, tu as ce premier déclic avec la tumeur faciale chez ton chat. Mais j'imagine que c'est pas un déclic immédiat qui t'oriente vers la stomato-dentisterie. À quel moment tu te dis c'est vraiment ça que je veux faire? C'est vraiment aux côtés de Philippe peut-être ou Ouais, complètement. En fait, à ce moment-là, donc moi j'ai quand même le hasard le plus complet et la chance incroyable.
que ma copine de l'époque habitait juste au-dessus d'Advesia, dans le même immeuble, au 5e étage, Advesia au rez-de-chaussée. Donc moi je lui rends visite à Paris de temps en temps. En fait, on avait une relation à distance, et je connaissais mais ni d'Ève ni d'Adam les spécialistes d'Advesia, ni la clinique Advesia, hein, qui était à l'époque une clinique de référé, c'est pas encore l'hôpital d'aujourd'hui. Et ils ont commencé à 4 vétérinaires, 4 assistantes, quoi. Donc tu vois, c'est vraiment ça a démarré de pas grand-chose, et moi je suis arrivé quasiment à la création au bout d'un an ou 2 ans. Donc voilà. Et puis donc pendant mes études, donc pendant les vacances, pendant certains week-ends, j'allais prêter main forte là-bas, et puis ça me permettait de voir un petit peu toutes les spécialités. C'est vrai que la stomato, moi j'en avais jamais entendu parler, quoi, hein. Et c'est vrai que j'ai fait le tour de toutes les spécialités. J'ai commencé par les NAC, parce que c'est ce qui me rapprochait un petit peu le plus de la faune sauvage, parce que moi j'avais encore ça en tête, de me dire allez, je vais faire vétérinaire d'Actari un petit peu. Avec ton histoire de puma blanc. C'est ça, le puma blanc. Non mais vraiment, ça m'a suivi longtemps. Ça me suit toujours un petit peu d'ailleurs, hein. Enfin, je te le raconterai après. Et en fait, c'est vrai que moi j'avais quand même cet attrait plus pour faire quelque chose de mes mains, hein. Je voulais le côté artiste sans doute. Voilà, j'avais besoin d'un côté un peu manuel quand même. Et la chirurgie, c'est quelque chose qui m'attirait, c'est sûr. Après quoi en chirurgie exactement, parce que de la chirurgie, ça va de la chirurgie ophtalmologique, en passant par la neurochirurgie, en passant par la chirurgie des NAC, que sais-je, et la stomato, mais j'en avais jamais entendu parler, parce que dans le cursus général vétérinaire, ça j'apprends ça à personne, mais il y a 1 à 2 heures de stomato, et puis si t'as un peu de chance, en fonction de l'école où tu tombes, t'as même une demi-journée quelque part qui t'est casé, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas ça qui te permet d'être autonome en stomatologie quand tu sors. Et pourtant, tu te rends compte que mine de rien, 90% des chiens et 80% des chats vont avoir un problème stomato, qui sera sans doute sous-diagnostiqué, mais durant sa vie. Mais bon, ça je le savais pas encore. Bon bref, là je divague un peu. Et donc je passe par la stomato. Là, Philippe, à ce moment-là, il avait comme résident Florian Boutoil, qui maintenant est spécialiste à Atlantia, à Nantes. Et j'ai bien accroché avec les deux. J'ai trouvé ça incroyable en fait ce qu'ils faisaient. Et je me rappelle très très bien du moment où j'ai vu Philippe avec Florian, qui avait fait ce qu'on appelle une attelle interdentaire sur une fracture de la mandibule. Donc en gros, tu te serres des dents, tu mets un fil de cerclage métallique pour stabiliser, pour réduire la fracture, et puis tu viens couler une résine composite pour stabiliser le tout, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce que technique mini-invasive, tu te serres des dents comme si c'était des broches, t'as rien à faire, c'est une technique non sanglante, tu réduis à foyer fermé, enfin, je trouvais ça super. Et je lui demande, écoute, moi là j'ai un travail de fin d'études à faire, franchement j'aimerais bien faire ça sur cette technique, parce que j'avais jamais entendu parler de ça, et t'aurais pas, est-ce qu'il y a un petit peu de biblio là-dessus et tout? Puis il me dit, bah non, il y a pas grand-chose en bibliographie, donc si tu veux, je t'aide, on essaie de faire ton travail de fin d'études ensemble, et puis si ça se trouve même on va publier ton truc, quoi. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que j'ai récolté les données qu'il avait récoltées lui-même. Je les ai analysées. Donc il avait des anciennes petites radios qu'il développait lui-même, des petites radios dentaires, et donc je les étudiais, je faisais plein de mesures dans tous les sens, des angles, des trucs sur son petit négatoscope, et puis les cas les plus récents avec la radio numérique évidemment. Et donc j'ai combiné tout ça, et puis j'en ai retiré des stats hyper sympas. Et donc finalement, après avoir présenté mon travail de fin d'études à Liège, on l'a soumis pour publication à VetSurge, donc le journal de chirurgie vétérinaire assez important quand même. Et puis ça a été accepté, et puis voilà un petit peu comment c'était parti. Et de là, il m'a proposé aussi la résidence, quoi. Mais c'est sûr que c'est parti du plus grand des hasards. J'ai vu de la lumière, vétérinaire, il y avait des stages à faire.
je suis descendu, quoi. Ça s'est passé, mais pas plus compliqué que ça. Sacré hasard quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est sûr qu'après, l'enchaînement, il n'a pas été facile non plus, hein. Enfin, je veux dire, tu finis tes études. Bon, j'ai demandé à Philippe, à ton avis, comment, parce qu'évidemment, j'avais quand même en tête que cette spécialité m'attirait, quoi. Comment est-ce que je peux devenir spécialiste? Donc, il me dit, écoute, là, j'ai commencé une résidence. Donc, il avait commencé une résidence avec Isabelle Druet, qui maintenant est SP à Bordeaux, là, et qui a été d'ailleurs ma co-résidente en partie. Donc je commence la résidente avec Isabelle. Toi, pendant ce temps, tu n'as qu'à faire un internat, et puis tu enchaînes éventuellement avec un petit peu de pratique privée, et puis on verra de quoi l'avenir sera fait. Je peux rien te promettre, mais bon, évidemment, on avait bien accroché ensemble. J'ai fait un petit peu de zèle après. J'ai fait mon premier DU, mon DU de microchir. J'en ai commencé un deuxième, le DU de carcinologie cervico-faciale, donc pour tous les cancers de la tête et du cou, à Gustave Roussy. Et c'est évidemment, bon, il a vu que mon CV s'étoffait, que j'étais toujours aussi motivé pour la discipline. Et là, il m'a proposé la résidence. Donc Isabelle était en train de finir. Donc on s'est chevauché un petit peu entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle était en 3e année quand moi je commençais. Donc pour la transmission, c'était super parce qu'elle avait les idées toutes fraîches sur la biblio, sur plein de trucs. Et puis moi je commençais, et j'avais soif d'apprendre, quoi. C'est vraiment une passion, hein, qui s'est révélée à ce moment-là, c'est clair. Tu as envisagé d'autres spécialités à ce moment-là, si jamais tu pouvais pas rentrer dans cette résidence? Ouais, j'ai longtemps hésité avec soit chir général, donc ECVS, soit ophtalmo, parce que c'était des choses très très minutieuses, ophtalmo, donc c'est ça qui m'attirait pas mal. Mais après, c'est aussi le hasard qui a fait que j'ai pas fait ophtalmo, mais j'aime toujours un petit peu l'ophtalmo, hein, ceci dit. D'ailleurs, anatomiquement, c'est assez proche, hein, c'est pas rare d'avoir des processus orbitaires sur des abcès dentaires ou des tumeurs qui chevauchent les deux régions, parce que c'est tellement proche anatomiquement. Donc ça m'arrive encore de faire des énucléations, des exentérations, et puis d'autres chirurgies palpébrales, par exemple. Mais bon, c'est plus par extension de ma spécialité à proximité que vraiment pour l'ophtalmo pur, quoi. Parce que je peux clairement pas me considérer comme ophtalmo. Mais ouais, c'est plutôt ces deux disciplines-là que j'aurais pu éventuellement faire. Même si, voilà, au départ, clairement, moi, c'était pas mon but, hein, de faire de la stomato. C'était aller quelque part dans une réserve africaine ou je sais pas où, pour sauver les lions ou les guépards. Moi, j'adorais les guépards aussi. Donc voilà. Après, sincèrement, je suis vraiment pas mécontent d'avoir fait cette spécialité quand même, parce que par la suite, ça m'a permis d'aller dans des zoos, dans des réserves pour soigner des dents de. On a fait un rhinocéros là il y a pas longtemps avec Philippe à Beauval par exemple, des singes, des panthères. Donc c'est assez cool, quoi. Et je reviens un petit peu finalement à mon idée de départ, c'est que t'imagines un petit peu ce que ça fait d'avoir une rage dentaire, et le pauvre animal, il peut pas s'exprimer et lui dire j'ai mal là à cette molaire là. Et puis il vit avec ça très 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 longtemps jusqu'à ce qu'un soigneur le voit, quoi. Donc c'est super gratifiant. Et du coup, la boucle est bouclée avec la savane et tes ambitions du départ, quoi. Ouais, c'est marrant, quoi. J'avais pas forcément ça en tête au départ, hein, pour être honnête, mais le hasard des choses a fait que finalement voilà, je suis comblé de A à Z, quoi. Comme quoi, quand on est à sa juste place. Tes 2 années de pratique, comment ça se passe à cette période-là? Tu vois ça comme, avec du recul, un avantage d'être passé par la pratique avant d'aller en résidence? Ouais, ah ouais, clairement. Et d'ailleurs, Philippe m'a fortement encouragé à le faire, hein. Lui, c'est vraiment le partisan de voir la vraie vie. Et puis, ouais, au moins une année pour voir de quoi c'est fait et quelles sont les contraintes, et puis avoir un bagage clinique général. Parce que c'est pas parce que tu fais que de la bouche et de la face, de la mâchoire, qu'il faut faire fi du reste, hein.
parce que mine de rien, on a beaucoup de gériatriques, on a des diabétiques, on a des insuffisants rénaux, enfin plein de comorbidités. Et on va pas te prendre par la main, hein. Il faut que tu les gères quand même, quoi, hein, même si à proximité tu as les internistes pour t'aider. Bon, il faut avoir quand même l'esprit clinique et certaines lésions d'ailleurs systémiques qui peuvent se retranscrire par des lésions buccales, hein. Donc voilà, des ulcères urémiques, des pétéchies pour des coagulopathies, des maladies immunitaires, dermatologiques, enfin voilà. Donc c'est sûr que ce bagage clinique général, il va être utile pour ta spécialité aussi. Il va être utile pour gérer les animaux qui ont plein de comorbidités, qui sont cardiopathes. Voilà, tu vas pas te lancer sur l'intervention qui va durer 3 heures sur le cardiopathe Agvim B2 qui est pas traité, quoi, qui a même pas été échographié. Donc voilà, il faut avoir un cheminement logique par étape, faire tout ce qu'il faut avant pour que les anesthésistes, ça c'est une chance à Advesia, c'est que nous les anesthésies elles sont confiées aux anesthésistes, mais que les anesthésistes aient tout en main pour adapter au mieux leur protocole anesthésique et puis que tout se passe bien. Et c'est vrai que on a extrêmement peu de casse grâce à ça. Et la plupart de nos patients s'en sortent très très bien, et c'est pas parce qu'ils ont des comorbidités qu'ils sont forcément condamnés, quoi. Loin de là. Très bien, très clair. Alors, c'est une spécialité qui est relativement peu reconnue encore aujourd'hui. Vous êtes 5 en France, c'est bien ça? Ouais. Tu bosses aux côtés de Philippe, qui est un ponte, plus qu'un ponte en la matière. Il a un petit peu plus de bouteilles que toi, donc a déjà dû voir énormément de changements. Comment est-ce que tous les deux vous voyez l'évolution de cette spécialité et comment est-ce que vous pensez que ça va influencer les pratiques du vétérinaire généraliste? Moi je pense que on peut pas y déroger. La stomatologie est bon, alors c'est spécifique à Advesia, hein, quand même. Advesia a été créé par notamment par Philippe, par un stomato. Donc forcément la stomato occupe une place assez centrale dans le fonctionnement de l'hôpital. Et d'ailleurs, comme toutes les autres spécialités chirurgicales, parce que la neurochir revient au neuro, la stomato, la maxillo revient donc à nous-mêmes. Et finalement, je trouve que ça se rapproche le plus du fonctionnement de la médecine humaine, parce que c'est pas le chirurgien viscéral qui va s'occuper de traiter une tumeur de la mâchoire. Et donc je trouve que le cheminement il est complètement logique. Après, le souci c'est qu'on est tellement peu représenté en France et que malheureusement Philippe il a eu à peu près, c'est lui qui a finalement formé tous les spécialistes actuels en France, hein. Donc il a cette charge sur les épaules, mais cette charge il l'a absorbée à la place de la formation académique et par les écoles. Et donc là, il y a un vrai souci, il y a un vrai problème de fond, c'est que dans les écoles françaises et dans pas mal d'autres pays européens, mais c'est pas le cas dans tous les pays européens, la spécialité n'est pas représentée. Il n'y a pas de chaire de stomatologie, chirurgie maxillofaciale et dentisterie. Ça n'existe pas. Et donc c'est là que se situe le fond du problème. Alors après, il y a un problème d'attractivité, hein, pour les écoles, c'est-à-dire que quand tu sors de toutes ces études, on te demande en plus de faire une thèse et de faire une habilitation à encadrer des thèses, etc. Évidemment, quand on te paye à la fin, quand tu débutes, je sais pas, moins de 2500 €, si je me souviens bien. Ouais, c'est bien ça. Moi, vivant en région parisienne, non, c'est pas possible, quoi. Puis voilà. Donc après, bon, les écoles sont peut-être un peu sclérosées aussi en règle générale par rapport à s'ouvrir à d'autres disciplines. Mais bon, voilà, je trouve c'est vraiment dommage. Que te dire de plus? Après, c'est à eux de s'ouvrir un petit peu et puis de proposer des trucs aussi un petit peu intéressants, quoi, hein. Mais c'est clairement dommage. Quand tu vois d'ailleurs aux États-Unis, pour être accrédité, tu dois avoir une chaire de stomato. C'est impossible d'être accrédité AVMA si tu n'as pas dans la fac vétérinaire un spécialiste AVDC, là, pour le coup. Et ça devrait être pareil en Europe. Mais bon, après les choses vont peut-être changer à un moment donné, hein, j'en sais rien, hein.
Il y a des pays en Europe où tu as vu justement des différences plutôt positives à ce niveau-là? Ah bah, si tu prends pas plus loin que la Belgique, pas plus loin que le Royaume-Uni, que la Slovénie, bah tu as un enseignement académique de stomato. Et même en Espagne d'ailleurs, pour ne citer que là, c'est ceux qui me viennent en tête en premier, mais voilà. Donc ouais, c'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage parce que du coup, ça incombe à vous spécialistes de prêcher quelque part la bonne parole et former même les généralistes en quelque sorte. Bah, c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, ça devient de la formation continue pour les vétérinaires. Donc moi je le fais, hein, Philippe l'a fait, Isabelle, Florian, on le fait régulièrement. On va donner des cours au Géros, donc qui est le groupe d'odontostomatologie de la VAC. On forme via d'autres organismes privés, Improve, Neo Animalia, enfin voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle, mais ça devrait pas être le cas parce que cette discipline qui finalement est importante, parce que c'est pas pour rien qu'il y a autant de dentistes, de stomatos et de maxillo humains, et ben elle est quasiment pas représentée dans le milieu vétérinaire français, quoi. Donc oui, il y a un souci. Est-ce que quelqu'un au niveau académique l'a repéré, l'a mise en évidence? Ça, c'est un petit peu moins évident, moins sûr. Hmm. Mm. Bon, on croise les doigts alors du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est d'autre? ça. En fait, t'as pas grand-chose à faire. Ouais. Faut attendre. Après, c'est une bouteille lancée à la mer, hein. Ouais. Qui sait peut-être que quelqu'un va me contacter pour dire allez, viens faire des piges à l'école, hein, pourquoi pas. Mais Écoute, à l'heure actuelle, non, ça n'a pas été le cas. écoute, très bonne bouteille à la mer, on a quand même pas mal d'écoute, donc à bon entendeur. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça implique pour toi d'être spécialiste? Bah, t'as un engagement moral à plusieurs niveaux. Déjà, pour la spécialité en elle-même, il faut que tu diffuses la connaissance. Donc ça passe par le fait que tu seras un jour amené à former un résident. Donc moi, j'y pense maintenant fortement, hein. Ça fait 8 ans que j'ai commencé la stomato. Donc je commence à avoir un petit peu de bagage et j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que l'enseignement en soi est quelque chose qui m'a intéressé depuis très longtemps. Et je le fais déjà un petit peu au quotidien, c'est-à-dire que bon, Philippe, il a déjà eu une résidente après moi, donc je la co-formais aussi. Là, on va en prendre une bientôt, Perrine Catelin, qui va commencer en janvier. Donc c'est un cheminement, je dirais, logique. Après moi, en parallèle, je suis aussi au comité éducatif du collège. Donc cet engagement de diffuser en fait les connaissances et puis de diffuser la spécialité plus largement, c'est-à-dire qu'elle croisse, hein, justement, et ben c'est quelque chose d'important. Après évidemment, quand tu as un résident, tu as aussi un engagement moral de l'accompagner de A à Z, c'est-à-dire que tu le fais bénévolement, hein, mine de rien. Bon, il t'aide un petit peu au quotidien, mais pas trop au début. Au début, c'est plus toi qui l'aide que lui ne t'aide. Et donc, tu as un engagement moral d'essayer de l'emmener au bout, parce que c'est quand même un chemin où il y a pas mal d'embûches, qui est difficile psychologiquement. Faut tenir le coup pendant 3 ans, au moins 3-4 ans, avec des horaires de travail assez élastiques. Tu as peu ou pas de vie personnelle. Et donc voilà, faut quand même être un bon support aussi pour la personne qui s'est lancée dans la même discipline que toi. C'est un petit peu c'est du compagnonnage en fait, hein. C'est un petit peu le principe. Et après d'autres objectifs, c'est de rester confraternel parce qu'évidemment tu peux pas en vouloir au vétérinaire traitant de pas tout savoir en stomato parce que il a clairement pas eu la formation, quoi. Donc toujours rester confraternel par rapport aux éventuelles choses qui auraient pu être faites précédemment, et que les vétérinaires forcément ils vont dire à un moment donné ah bah ouais, mon vétérinaire il m'a pas dit tout ça, ou c'est bizarre, il a même pas ouvert la bouche, ou à peine. Bah oui, mais bon, en même temps voilà, donc il faut rester pragmatique et simplement expliquer que le généraliste il vous soigne pas les dents non plus, quoi, hein. Donc c'est normal. Bon, d'autant plus vu le contexte qu'on vient de décrire. Ouais, complètement, complètement. Et ça m'arrive d'ailleurs des fois d'expliquer, hein, le contexte, hein. C'est-à-dire que moi j'ai rien à cacher, hein.
La formation académique, elle est ce qu'elle est. La formation d'un vétérinaire, elle se veut tout d'abord très généraliste parce que elle ne va pas former que des vétérinaires canins. Elle va former aussi des vétérinaires dans toutes les autres espèces, pour les denrées alimentaires, pour les laboratoires, pour l'inspection. Enfin, et donc forcément, bah, t'as une sorte de dilution. C'est très très généraliste. Et la spécialisation, ton orientation, finalement, elle vient après l'école. Et puis ton métier, tu l'apprends quand même grandement après l'école, hein. T'as des bases, des bases qui peuvent te permettre de te débrouiller, mais je me souviens de mes débuts, hein. Je peux pas dire que j'ai été un vétérinaire extrêmement compétent les premières heures de ma pratique, hein. Et enfin, je pense que tout le monde l'a ressenti, quoi, à un moment donné, quand il a commencé. Et c'est normal. Comment est-ce que tu vois la perception du spécialiste par le propriétaire? Bah, nous souvent, quand les propriétaires arrivent chez nous, ils sont souvent un petit peu en détresse parce qu'ils ont déjà eu un cheminement de soins assez long. Ils ont eu des déconvenus, ils ont eu plusieurs avis vétérinaires, ou alors la chance d'avoir un vétérinaire qui connaît bien ses limites et qui nous réfère directement le cas. Mais ils sont préparés, c'est-à-dire qu'ils viennent soit nous voir comme le Messie, et là il faut qu'on mette le haut là, il faut leur expliquer, oh, attention, moi je prends le cas de zéro là. Soit ils sont extrêmement bien préparés, et ils sont contents simplement que bah, y ait la spécialité qui existe déjà. C'est pas rare qu'on nous dise ah, c'est tellement bien qu'il y ait un dentiste ou un stomato pour les animaux, je m'y attendais pas, c'est super. Et donc voilà. Après, bah, évidemment, comme dans n'importe quelle pratique, tu auras toujours des personnes qui seront un petit peu moins agréables, mais non, dans la plupart du temps, ça se passe très très bien. Ils sont reconnaissants, et ils sont vraiment contents de nous trouver, hein. Si je devais récapituler, voilà un petit peu moi. Enfin, j'ai aucun problème avec les propriétaires au quotidien. Ils sont vraiment très très satisfaits de nous trouver la plupart du temps. Oui, donc ce que j'entends, c'est que peut-être ils n'ont pas forcément la connaissance de l'existence de spécialistes dans certains domaines, mais qu'une fois qu'ils le trouvent, ils sont soulagés. Ouais, complètement. Bon après, c'est sûr que il y aura toujours la tendance quand ils sont contents de notre prestation entre guillemets. Il y aura la tendance de nous demander aussi d'autres choses. Ah bah est-ce que je sais pas, j'en profite, je sais pas, mon animal il a des puces, etc. Et là il faut leur expliquer que bah moi mon rôle il s'arrête là, je peux pas me substituer au vétérinaire traitant, et c'est pas toujours facile pour eux à comprendre que bah finalement moi je ne fais plus que ma spécialité, et puis il y a plein de choses que je ne connais pas pour les choses un petit peu plus générales qui concernent le reste du corps. Et, euh, et c'est un petit peu le deal aussi de départ avec les vétérinaires référents, c'est-à-dire que tu fais ton job, et après bah ton rôle il s'arrête là. Alors c'est frustrant dans une certaine mesure parce que une fois que bah ta partie elle est traitée, bah tu revois plus spécialement le patient. Mais bon, finalement, tu en retires un autre plaisir, une autre satisfaction, parce que bah, tu traites la douleur de l'animal, et puis finalement, bah, pour le contrôle, le dernier contrôle, le propriétaire te dit que il retrouve l'animal qu'il avait connu dans sa jeunesse quand il avait pas mal aux dents. Et voilà, moi je m'en satisfais complètement, quoi. C'est sûr Mmh. que tu ne suivras pas le patient toute sa vie, c'est un autre métier, hein, ça c'est clair, parce que pour l'avoir vécu, d'être vétérinaire, on va dire omnipraticien, avant la spécialité, mais bon, c'est pas ça forcément qui de toute manière me satisfaisait complètement quand j'ai fait ma pratique générale. Je dirais que moi j'ai quand même cet attrait pour la technique, pour ma spécialité, pour aller un petit peu plus loin à chaque fois dans mes connaissances, dans ma spécialité très focale finalement, même si finalement dans cette spécialité qui semble très restreinte, il y a énormément de choses. Peut-être qu'on l'abordera plus tard, mais voilà. Donc c'est super gratifiant néanmoins, quoi.
Écoute, si tu veux, on peut l'aborder maintenant. J'allais faire une transition sur un autre point. Donc, si tu as envie d'aller dans le détail de tout ce que finalement ta spécialité, elle englobe, je t'en prie. Eh ben, allons-y, hein. Écoute, c'est sûr que quand on pense à la dentisterie, et que, d'ailleurs, quand j'ai exposé le fait que je voulais commencer la spécialité à mon dernier job, en tant que généraliste, je me souviens très bien: «Ah quoi? Tu vas t'occuper que de faire de détartrage et puis des extractions dentaires?» Donc non, parce que le détartrage, c'est comme l'asepsie pour, n'importe quelle intervention chirurgicale. Donc c'est-à-dire c'est rien quoi, c'est le début. C'est le début. Après évidemment tu auras parfois des extractions dentaires, mais surtout, tu as la parodontologie, avec la chirurgie parodontologique. Comment pouvoir conserver une dent qui est compromise par l'extérieur, qui a perdu son tissu de soutien, faire des greffes osseuses, des techniques de régénération, des greffes de gencives, voilà ce genre de procédures. Tu as évidemment tout ce qui est endodontie, donc les traitements endocanalaires, ce qu'on appelle communément les dévitalisations. Mais il n'y a pas que ça, d'ailleurs, il y a des pulpectomies partielles, des apicectomies avec des traitements rétrogrades. Enfin, globalement, tout ce qui se fait chez l'homme peut se faire chez l'animal, hein, globalement. Tu as l'orthodontie. T'as des chiens qui vont durant leur développement avoir une dent qui se positionne complètement anormalement et puis qui va blesser les tissus mous et qui va lui faire très mal, ça va faire des ulcères, etc. Et donc tu peux la remettre dans l'axe pour que l'occlusion soit à nouveau restaurée. Donc là, tu peux utiliser des techniques orthodontiques. Alors elles seront sans doute un petit peu moins poussées que chez les humains parce que c'est quand même assez rare qu'on soit amené à faire des arcs complets en nickel, titane, etc. Mais des techniques par élastique, des plans inclinés palatins, des braquettes, voilà, des choses comme ça, des techniques un petit peu plus simples la plupart du temps, mais sont complètement envisageables avec des traitements qui sont de courte durée parce que évidemment tu vas condenser la croissance qui chez un humain va prendre à peu près 16 ans en 12 mois. Donc évidemment c'est hyper rapide. Après tu vas avoir évidemment toute la chirurgie maxillofaciale et donc là tu as la chirurgie malformative avec les fentes palatines, la biopalatine. Tu vas avoir aussi la chirurgie traumatologique avec les fractures de mâchoire, avec la pose de plaques d'ostéosynthèse, des mini plaques verrouillées. Tu peux faire des attelles interdentaires, tu peux faire des blocages maxillomandibulaires, tout plein d'autres choses. Tu as évidemment la chirurgie oncologique. Alors ça, c'est un peu plus mon dada là, parce que moi, c'est vers ça que je me suis orienté pas mal. Donc c'est tout le traitement des tumeurs de la mâchoire, de la face. Voilà, donc ça c'est super sympa pour moi parce que jusque-là, c'était des choses qui souvent étaient considérées comme inopérables. Et là, je retombe un petit peu sur mes pieds. C'est-à-dire que dans mon jeune âge, avec mon chat, j'ai vu mon chat avoir cette tumeur qui lui a pris toute la face et finalement il en est décédé. Ça a été voilà quelque chose que je voudrais plus que les propriétaires puissent vivre et donc voilà, là j'en retire énormément de satisfaction, vraiment, parce que quand tu arrives à proposer quelque chose de curatif, alors que jusque-là les statistiques te disaient que la médiane de survie pour un carcinome épidermoïde de chat, si je prends que cet exemple, c'est de 60 jours. Et voilà, là c'est ce qui je pense, me donne le plus de satisfaction à l'heure actuelle. Et puis t'as toute la chirurgie salivaire aussi, parce que les annexes salivaires, c'est englobé dans nos prérogatives aussi. Voilà, donc c'est finalement extrêmement large comme discipline, comme sous-discipline et comme pratique. Donc tu vas aller de la chirurgie la plus élémentaire au niveau dentaire jusqu'à la grosse chirurgie oncologique où tu refais la face d'un chien ou d'un chat. D'ailleurs, je l'ai même pas abordé, mais on fait aussi un petit peu de chirurgie orthognatique, c'est-à-dire que quand tu as des déformations très très sévères de la mâchoire avec une déviation qui fait qu'il se percute, pareil, la gencive, le palais, les lèvres avec les dents parce que les mâchoires du bas ou du haut sont complètement tordues.
tu peux restaurer une occlusion qui est centrée grâce à des techniques d'ostéotomie et de plaques de reconstruction pour restaurer une occlusion qui est quasiment normale ou normale. Et là, pareil, ça c'est super sympa aussi à faire. Des choses que j'aurais même pas encore envisagées si j'avais pas fait d'ailleurs mes DU, hein, parce que là pour le coup c'est l'application la plus parfaite avec la chirurgie oncologique du type de traitement qu'on peut faire maintenant et qu'on n'aurait pas envisagé peut-être il y a 5 ans, quoi. Des formations voilà. qui se complètent bien, du coup. Ah ouais, ça se complète super bien. Ça a été très enrichissant parce que j'ai fait au final 6 ans de DU avec des chirurgiens humains, des maxillos, des ORL aussi. Et forcément, tu échanges, tu gardes des contacts, tu as des conseils par après quand tu finis tout ça, mais parce que voilà, tu t'es fait des amis aussi. Et je suis toujours d'ailleurs les programmes de formation, l'espèce d'éducation continue aussi qu'ils font pour eux. Moi, j'ai l'occasion aussi, la chance de pouvoir les suivre également, notamment à Gustave Roussy, tous les ans. Donc ça me permet aussi de maintenir un petit peu mon niveau de connaissance au plus haut niveau, même par rapport à ce qui se fait en humaine, quoi. Donc l'application pour mes patients, elle est quasiment instantanée sur ce qui se fait chez les humains. Donc ça, c'est vraiment Super. super sympa aussi. Et pendant ta résidence, elle est focus petits animaux ou tu as une partie aussi équine, rurale? Alors c'est là que ça devient un petit peu complexe parce que dans la théorie, tu es un omnipraticien sur la stomato, donc tu as un diplôme qui te permet de pratiquer sur toutes les espèces. Et dans la pratique, on te demande un case log qui est uniquement dévolu aux carnivores et tu as simplement une quarantaine de cas d'exotiques ou autres animaux, quoi. Ce qui ne te permet pas réellement d'être autonome sur toutes les espèces. Donc clairement, moi je me considère pas, parce que je sais que tu as interviewé Alex Belmos, clairement pas vétérinaire, dentiste équin, stomato-équin. Lui, il fait des choses incroyables chez les chevaux que moi jamais je pourrais envisager parce que je n'en ai juste pas l'expérience et pas la formation pratique. Et même d'un point de vue théorique, même si on a des questions d'examen sur l'équine, hein, en théorie on a une vingtaine de pourcents de questions sur l'équine et sur les autres animaux. Bon, en pratique, je peux pas dire avec toute honnêteté que je puisse le faire, quoi. Donc non. Donc essentiellement des carnivores, chien-chat, furet, ou alors lorsque bon là un rhinocéros c'est pas un carnivore, mais lorsque le traitement il est directement transposable d'un carnivore à un herbivore. Donc si on avait fait un traitement endocanalaire, une dévitalisation sur le rhinocéros, ça c'est quelque chose qui est à peu près commun à toutes les espèces. Tu as des particularités anatomiques, mais finalement tu le fais de la même façon, quoi, hein. Les étapes sont les mêmes. Une dévitalisation chez un humain, c'est la même chose que chez un chien, simplement chez le chien, le canal il peut te faire jusqu'à 5-6 cm de long. Ce qui est voilà, techniquement un petit peu plus délicat et un petit peu plus long. D'où aussi des fois la surprise de certains propriétaires ou même de certains vétérinaires par rapport au coût de ce type d'intervention, parce qu'évidemment il faut rajouter le temps et puis le temps anesthésique, parce que tout ce qui se fait vigile chez l'homme se fait malheureusement sous anesthésie générale chez les carnivores, quoi. Donc c'est pas tout à fait le même contexte. Alors ça a l'air passionnant, hein. T'as cité un nombre de choses que je n'avais absolument pas connaissance. Du coup, ma question, elle est, si on est vétérinaire généraliste, à quel moment on réfère? Je dirais le plus tôt possible. Non, mais en fait, tout dépend, parce qu'il y a pas de réponse tranchée. Si tu veux, un vétérinaire que j'ai vu, que j'ai suivi pendant toute la formation modulaire du Géros, par exemple, ou d'Improve, qui va avoir fait 3 ans finalement de formation continue, n'aura pas le même niveau théorique et pratique qu'un vétérinaire qui est sorti d'école ou qui s'est jamais formé dans le domaine. Donc après, c'est à chacun, hein, de connaître ses limites.
moi-même, je connais mes limites. Enfin, je veux dire, je vais pas me lancer sur des choses que je ne connais pas. Si je ne fais pas de cheval, c'est parce que je ne connais pas le cheval. Donc voilà, c'est après à chacun. Malheureusement, tout le monde n'est pas forcément conscient de ses limites. Ça, c'est un problème. T'as forcément des personnes qui sont un petit peu plus cow-boy, et puis d'autres qui seront vachement en retrait, et dès lors que ça sort un petit peu de ce qu'ils ont connu, ils vont s'arrêter et référer. Je serais plutôt d'avis de référer le plus tôt possible, parce qu'évidemment, au final, pour l'animal, c'est un parcours de soins qui sera souvent moins long. Et pour le propriétaire, c'est aussi une satisfaction globale qui sera plus élevée, parce que son vétérinaire lui a permis très rapidement de se faire orienter vers le spécialiste, quoi, qui normalement est en mesure de traiter la question. Donc je dirais, voilà, c'est une chaîne de soins. Après, il y a forcément des actes qui sont réalisables par un vétérinaire lambda, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'être spécialiste pour les faire. Une extraction d'une incisive de chien ou de chat, je veux dire, faut pas être forcément spécialiste pour le faire. Néanmoins, faut avoir le matériel, à la fois pour faire l'extraction, le matériel diagnostique, avoir une radio dentaire, ce qui est essentiel en fait dans notre spécialité, parce que il suffit que tu laisses un fragment de racine ou tu n'as pas anticipé une variation anatomique d'une racine, pour que ça se passe très mal, parce que si tu laisses le fragment qui entretient l'infection, ton infection, elle part pas. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais voilà, c'est pas être présomptueux que de dire que voilà, il faut parfois savoir référer. C'est, je dirais, la logique dans une chaîne de soins, quoi. Voilà, c'est normal. Parfois aussi, la difficulté est que la personne ou le vétérinaire n'a pas connaissance des possibilités qui s'offrent à il ou elle aujourd'hui. Dans le sens où, comme la profession a évolué, notamment dans cette spécialité-là, qu'on ne sait pas forcément qu'il y a tout un panel de choses auxquelles on pourrait avoir accès, ou des méthodes qui ont évolué. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que tous ceux qui nous écoutent actuellement auront plus de notions. Ouais, Du coup. voilà, exactement. Voilà, il faut écouter le podcast, hein. Non, mais t'as complètement raison. Mais après, bon, je te dis, on essaie de se donner du mal pour diffuser un petit peu l'information. Là, Philippe va présenter des confs à la VAC. Moi, après, je prends le module en janvier du Géros, puis en juin ou en mai, je sais plus. Enfin, voilà, on n'arrête jamais, hein. On ne fait pas que de la clinique, on fait aussi de l'enseignement. Mais c'est vrai que pour le moment, cet enseignement, il est plutôt dévolu à la formation continue que pour l'enseignement initial. Donc voilà, après c'est à chacun aussi d'avoir la volonté de se former. Tout le monde n'a pas un attrait pour la discipline, néanmoins, hein. Et c'est vrai que maintenant, bon, il y a de plus en plus de vétérinaires qui se regroupent en clinique pour être à plusieurs, et c'est profitable, parce que t'auras une personne qui sera plus, on va dire, le stomatologue du groupe, l'autre qui sera plus l'échographe du groupe. Et je pense que c'est une bonne façon aussi d'améliorer les connaissances et puis le parcours de soins du patient au final. Moi, je suis pas du tout d'avis de séquestrer ma spécialité aux spécialistes. Parce que je veux dire, ce que je fais, c'est-à-dire tous ces programmes de formation en sont un peu la preuve, quoi, hein. C'est que je pense que c'est nécessaire pour diffuser le plus possible la spécialité, en fait. Donc oui, c'est important. Bien dit, merci pour ça. J'ai encore besoin de ton avis en tant que spécialiste. Je n'arrête pas. Comment est-ce que tu perçois la corporatisation de la profession ? Tu travailles dans une grosse structure. Alors moi, j'ai la particularité de travailler dans une grosse structure qui est pour l'instant encore indépendante, Advesia. Et ce qui est plus trop le cas des autres CHV, hein, pour la plupart. Il y en a peut-être un ou deux encore, mais donc moi, c'est vrai que ce côté indépendant me plaît beaucoup, et c'est pour ça que je suis resté. Parce que tu as forcément cette liberté, et là tu peux vraiment parler de liberté, parce que tu as vraiment personne au-dessus de toi, aucune hiérarchie qui va te mettre une pression importante par rapport au chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Mais évidemment, après, faut pas
être dupe. Notre profession, forcément, on vit parce qu'on fait du bénéfice. Donc ça c'est compliqué de répondre à la question parce que c'est l'évolution un petit peu naturelle de la profession, j'ai l'impression, dans la plupart des pays. Et il faut pas forcément aller à contre-courant. L'ordre des vétérinaires là récemment, je pense qu'il a fait plutôt du bon boulot, personnellement je trouve, parce qu'il a essayé de mettre le holà sur certaines dérives qui auraient pu s'exagérer avec le temps. Donc s'il y a un cadre qui se constitue, ça ne peut être que profitable à la profession. Et profitable aux professionnels en premier lieu. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la liberté toujours de prescrire ce qu'ils veulent, ils sont pas obligés de vendre les croquettes, ils sont voilà. Et puis à côté de ça, c'est sûr que ça te permet, à la fois aux grosses structures, aux hospitalières, mais aussi aux plus petites cliniques, d'avoir des moyens financiers qui sont importants. Et c'est sûr que t'as une évolution technique qui ira plus rapidement vraisemblablement parce que t'as la machine derrière qui peut te faire ton support, quoi. Donc j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je pense que c'est comme toute nouvelle chose, bon ça mérite régulation, quoi, simplement. Et avec le temps, et je suis assez satisfait que l'ordre ait fait ce qu'il fallait pour mettre un cadre, simplement. Donc c'est plutôt bien. C'est-à-dire que tu aies une décision qui appartienne pour au moins moitié à la profession vétérinaire directement et pas juste à une profession, je dirais à des businessmen finalement, ou à des logisticiens, ou je sais pas comment on peut les appeler. C'est pas mal. Je pense que c'est bien d'avoir toujours un regard sur le terrain et un retour direct du terrain par rapport aux prises de décision. Enfin, je veux dire, c'est plutôt logique comme procédé. Très bien. Et tu vois pas d'impact particulier sur la spécialisation, sur toi, ta façon de voir la diffusion d'informations, par exemple? Ça peut être bénéfique dans le sens où tu as des programmes de formation interne pour ceux qui font partie des groupes. Et la plupart des groupes ont des stomatos maintenant et ils effectuent des formations en interne. Donc ça peut être bien. Voilà, j'ai pas un avis super tranché là-dessus parce que j'en ai pas une connaissance extrême, étant moi-même dans une structure indépendante. Mais ça viendra sans doute, hein. Moi, je veux dire, je suis pas dupe, Advesia, à un moment donné, fera sans doute partie d'un groupe aussi. Enfin, je fais pas trop d'illusions là-dessus. Donc voilà, je prends pas ça d'un trop mauvais œil, il faut juste que ce soit bien fait, dans de bonnes conditions, quoi. Ok. Autre question. Justement sur cette partie formation, on a beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui finalement qui sont très avides de formation, et c'est très bien, voire de devenir des spécialistes. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus reconnu aujourd'hui que, en tout cas, moi, en mon temps, quand je suis sortie. Et puis, en même temps, on a de plus en plus de jeunes qui quittent la profession dans les 3 premières années. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ces deux choses? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je dirais, c'est quand même paradoxal. Tu as une offre, un bouquet devant toi de plein de spécialisations différentes. Donc une offre de métier qui est incroyable. Et t'es pas du tout obligé d'être clinicien quand tu sors vétérinaire. Tu peux faire tout ce que tu veux finalement. C'est quand même, on a la chance d'avoir une profession assez incroyable par rapport aux débouchés possibles. Et à côté de ça, les statistiques ne mentent pas, hein. Il y a effectivement énormément de nouveaux collègues qui vont arrêter la profession parce qu'ils y retrouvent pas quelque chose qui les satisfont et voilà. Après, trouver la raison à ça, c'est difficile. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu, à la fois dans la formation initiale, dans la sélection initiale. Je pense que la prépa intégrée, c'est plutôt quelque chose de bénéfique dans le système français, mais moi je n'ai pas connu la prépa, hein. Attention, c'est plus par rapport au dialogue que j'ai pu avoir avec mes collègues qui ont fait la prépa. Mais c'est sûr que quand tu regardes la dérive BCPST des dernières années, tu sélectionnes des gens qui vont bachoter comme des malades,
sur des disciplines qui n'ont pas forcément à voir grand-chose avec l'aspect clinique et qui normalement font de toi un clinicien passionné. Et finalement, quand tu arrives à sélectionner des gens qui auraient pu avoir, enfin qui peut-être initialement s'étaient orientés vers agro et finalement ils ont choisi veto parce que c'est plus prestigieux. Bon, tu peux te poser des questions sur les réelles motivations de départ de certains. Attention, c'est pas forcément tous. Certaines personnes. Alors, est-ce que c'est ces personnes-là qui vont finalement arrêter veto? J'en sais rien. Mais voilà, c'est une sélection qui, à mon avis, très très élitiste. Hein, c'est très bien, mais qui peut-être était pas suffisamment orientée comme la prépa veto d'avant pour former des vétérinaires passionnés. Après, tu as aussi une évolution naturelle, je pense, générationnelle. C'est-à-dire que ce que les médecins de famille, les vétérinaires, etc., étaient en mesure de faire comme plage horaire, comme vie professionnelle, au détriment de leur vie personnelle, je pense que la plupart des personnes à l'heure actuelle qui sortent vétérinaires sont plus n'acceptent plus de le faire. Et est-ce que c'est un mal? C'est pas forcément un mal. Après, que les gens soient très très déçus et qu'ils abandonnent dans les 3 premières années, bah, je trouve que c'est quand même malgré tout dommage qu'ils se donnent pas forcément une autre chance, parce que ce qu'ils ont connu comme expérience, c'est pas forcément la réalité partout. Donc voilà, j'ai pas pareil, hein, je suis pas le messie, je peux pas dire que je détiens la réponse, mais c'est vraisemblablement plurifactoriel. Et puis bon, après, je crois que c'est pas réellement ça, hein, mais la féminisation de la profession, au final, je pense pas que ce soit un lien direct non plus, mais simplement le fait que bah, les papas aussi veulent s'impliquer dans la vie de famille, ce qui est tout à fait honorable, hein, je dirais, parce que moi-même je le vis. J'ai des amplitudes horaires très très importantes. Quand je pars le matin, il est 7 heures du matin et je reviens le soir à 21h30. Bah c'est sûr que ma femme me fait un peu la gueule, quoi. Et puis moi-même, je suis pas très fier de pas voir mes enfants. Donc voilà, c'est sûr que c'est des choses qui doivent être limitées. Et ta vie, elle est pas que professionnelle, hein. Il faut se mettre des limites et puis essayer de trouver des moments de qualité en famille aussi. Et ça, je dirais, c'est un travail de chaque instant. Faut pas abandonner trop vite. Euh, Après, voilà, c'est Des conseils justement de ton point de vue de spécialiste euh, pour justement équilibrer le plus possible cette partie vie perso, vie pro. je pense que je suis pas le bon exemple. Je pense que je suis pas du tout le bon exemple. Mais bah c'est pas facile à concilier en vrai. Pas du tout facile. Surtout de minimiser le temps de transport. Ça c'est bien. Parce que moi j'ai quand même près de 2h30 de transport par jour. Ça c'est quand même sans doute. Mais bon après c'est des choix de vie. Tu peux pas parce que bah, ma conjointe elle travaille à l'autre bout de Paris et qu'elle a un travail qui elle aussi la passionne. Je vais pas lui en vouloir quoi. Donc voilà, après c'est comme ça, hein. Faut faire des choix et peut-être que ça changera dans quelques mois et tu sais pas. Mais non, j'ai pas de conseils autres que bon, ne pas abandonner trop vite. C'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience ou même 2 mauvaises expériences que la troisième sera identique. Surtout qu'aujourd'hui, bon, c'est quand même globalement le vétérinaire fraîchement sorti qui peut choisir son lieu de travail, hein. C'est pas comme s'il y avait énormément de postulants, quoi. Donc C'est clair. tout le monde recherche, et donc voilà. Après, faut négocier, hein. Il faut pas accepter n'importe quoi. Et puis forcément, ça va tirer la profession vers le haut. C'est comme ça que ça va évoluer naturellement, je pense. Alors il y a ceux qui partent, mais il y a ceux qui démarrent aussi. Donc une solution partielle à la pénurie, c'est bien sûr les études à l'étranger. Bucarest, que tu connais, est une école de plus en plus plébiscitée. Est-ce que tu as déjà été faire un petit tour là-bas?
Alors moi, je suis allé faire un tour à Bucarest récemment parce que j'ai donné une conf là-bas. Et j'étais vraiment agréablement surpris. Après, bon, il y a Bucarest, il y a Cluj, il y a Timișoara, il y a Iași, il y a d'autres facultés. Bah, je trouve le système un peu triste. Après, finalement, est-ce qu'on a importé pas un petit peu le même système en France maintenant avec l'école privée, quoi. Mais oui, c'est un peu triste de payer assez cher ses études, de partir dans la vie avec déjà des dettes et de devoir pendant les premières années de pratique devoir les rembourser. Mais voilà, moi je suis pas particulièrement fan de ce système un petit peu finalement anglo-saxon où tu dois payer tes études et puis après faut rembourser tout ça, quoi. Moi-même étant boursier, euh, bah je trouve ça triste. Après non, les études vétérinaires à l'étranger sont pas forcément de mauvaise qualité, hein, je pense que c'est faux. Parce que moi-même étant formé à Liège, les Liégeois étaient plutôt très mal vus au départ, avant l'essor de toutes ces nouvelles formations, en France en tout cas. Et je me rappelle très bien du comparatif que j'avais pu faire moi-même avec les études françaises quand j'avais été interne à Alfort. Et j'avais pas trouvé une différence extrême, en tout cas pas forcément dans le sens dans lequel on pouvait s'y attendre. D'un point de vue théorique, moi je pense que les Liégeois avaient été mieux formés que les Alforiens. Après, c'est sûr que d'un point de vue pratique, ils sont mis dans le bain beaucoup plus tôt, puis avec leur carte verte, ils ont l'opportunité de faire beaucoup de pratiques. Et à contrario, si tu es motivé à Liège et que tu es proactif et que tu fais plein de stages, ce que j'avais fait, tu auras de la pratique aussi, hein. Donc, bon, je pense que tout ça, à ce niveau, de toute manière, il se lisse assez rapidement. Et pour le voir moi-même dans les recrues qu'on a parmi les cliniciens urgentistes dans notre hôpital, on a des Français, on a des Belges, on a des Espagnols, on a plein de nationalités. Et au final, au bout de l'année de formation, le niveau, il est lissé, hein. Donc parce que bah tu as une formation toutes les semaines ils ont deux formations, ils ont la pratique clinique au contact des spécialistes et c'est vraiment tu apprends dans le bain, quoi. Donc c'est on te pardonne pas trop d'erreurs. Et au bout d'un an, si t'es venu pour ça, pour apprendre et pour progresser, bah tu as le même niveau que n'importe, enfin tout le monde a le même niveau, quoi. Parce que bah, évidemment les Français vont progresser aussi, hein, dans ce contexte-là. Donc non, je pense que c'est pas forcément un problème. C'est un petit peu triste, néanmoins. C'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, au final, je reviens sur ton point sur le niveau. Au final, est-ce que c'est juste une histoire de motivation et que c'est vrai, moi je me rappelle bien étant sortie de Belgique aussi, ce côté français anti-belge, ils sont moins bons que les Français. Bon, au final, comme toi, je suis d'accord, c'était pas, je pense pas le cas. Ça a été dévié maintenant sur les autres pays et est-ce que c'est plus des a priori qu'autre chose, je pense, et que bah au final, ces gens-là, ils sont prêts justement à aller à l'étranger, à débourser de l'argent pour devenir vétérinaire, c'est qu'il y a aussi une réelle motivation derrière et que quand bien même les études seraient peut-être moins bonnes, je doute, la motivation fait que ils s'alignent, comme tu l'as très bien dit, assez rapidement. Oui, après je pense que c'est plus une question de caractère que d'école, hein. C'est-à-dire que moi je me rappelle que dans ma promo j'avais des collègues qui étaient des planqués et t'en avais d'autres qui étaient super motivés. Et ben je me rappelle que moi dans mon groupe des motivés on va dire, il y a une grande partie qui ont fait une spécialité par ailleurs, qui sont partis aux États-Unis pour faire une spé de dermato, qui sont partis je ne sais où pour faire une spé de chirurgie. Donc si tu es proactif, enfin en gros tu as la volonté, tu peux le faire. Enfin, c'est pas un souci, ça sera pas forcément facile pour tout le monde. Tu as des personnes qui ont des facilités d'apprentissage, d'autres moins, mais tu te donnes les moyens, tu peux y arriver, quoi. Et donc je pense pas que que ce soit une question d'école initialement, mais non, moi je vois plus je vois que c'est un problème parce que c'est évidemment en amont
c'est une volonté politique qui manque pour changer un petit peu le système de l'intérieur. C'est ça en fait qui fait qu'il y a des gens qui partent à l'étranger parce que le système français sans doute est un peu élitiste. Moi j'ai un parcours un peu différent, un peu atypique, hein, parce que moi j'ai pas commencé vétérinaire, j'ai fait une fac de bio qui préparait pas du tout au concours vétérinaire, au concours B à l'époque. Donc moi ça s'est fait un peu plus au hasard, j'ai une vocation très très tardive, mais parce que on me demandait à 17 ans, à 16 ans, de savoir déjà ce que je voulais faire plus tard. Et moi j'étais pas prêt, quoi, j'étais juste pas mature pour ça, quoi. Et je pense que ça c'est dépendant de chacun et que chacun puisse avoir sa chance finalement, peut-être un peu plus tardive pour certaines personnes. Bah c'est bien quand même. Et je suis d'accord avec toi, au final la motivation c'est ça qui compte, quoi. Clairement. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Ou un autre sujet que tu voudrais aborder? Bah, venez nous voir aux confs, aux formations, des stages, à l'hôpital. Pour, ceux qui sont pas encore diplômés, postulez aux clinicas, postulez aux internships ou aux internats privés ou publics. Ça peut être que bénéfique de s'ouvrir un petit peu l'esprit, d'approfondir, et puis, idéalement dans une structure où il y a un stomato, hein. Maintenant, il y a quand même, 4 structures qui ont un diplômé et puis d'autres qui ont des anciens résidents. Donc je pense que voilà, c'est vraiment une discipline super intéressante qui allie à la fois la chirurgie, le côté manuel, le côté intellectuel, et puis de travailler dans une structure hospitalière, pour ceux à qui ça peut plaire, c'est quand même incroyable parce que tu as toutes les disciplines à proximité. Moi, j'ai la chance de travailler en plus dans une structure où vraiment chacun est super accessible. Il y a pas de heurts entre les différentes personnes. Donc voilà, c'est des interactions qui se font vraiment super bien. Et intellectuellement, c'est quand même assez gratifiant parce que bah, tu te formes et tu formes constamment. C'est un métier où on n'arrête jamais d'apprendre. Donc moi je vois ça du côté vraiment positif, c'est que voilà, on a une chance incroyable d'avoir un métier où tu peux avoir des passionnés pour les vaches laitières, des passionnés pour la sécurité alimentaire ou des passionnés pour la stomato. Et voilà, chacun finalement se crée sa voie, quoi, hein. Tu t'arrives à créer plein de nouvelles disciplines, et donc il y en aura pour tout le monde. Donc faut pas abandonner trop vite. Moi je dirais ça s'il y avait un mot de la fin. Bon, ouais, très joliment dit. C'était peut-être l'avant-dernier mot de la fin, parce que j'aimerais aussi te demander quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même? Toi, jeune, Mihai, sortant de fac Veto. Bah, n'aie pas peur d'aller vers les autres, je pense. Je pense que c'était surtout voilà, d'être un peu moins introverti et de vivre chaque instant à fond. Voilà. Très bien. Ça me va bien comme mot de la fin. Super, un deuxième. Voilà. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Tu disais justement, venez nous voir. Eh ben, soit au conf, directement après la conf, soit via email, donc guzu@advesia.fr. Et sinon, bah, si des personnes sont intéressées pour des stages, etc., bah, contacter la direction d'Advesia, par exemple. Mais voilà, après, chose intéressante quand même pour l'année 2024, le congrès européen de stomato-dentisterie vétérinaire va se tenir à Nantes. Et donc, j'invite tout à chacun à venir nous voir aux conférences à Nantes, parce qu'il y aura même des sessions en français, ce qui est quand même assez rare, parce que la plupart du temps, les congrès se font entièrement en anglais. Mais il y a toujours une petite particularité française, on a décidé de faire des sessions en français, donc c'est quand même sympa, quoi. Là, il y a vraiment pas d'excuse, alors le rendez-vous est pris. Ah, vraiment pas d'excuses. On fait le max, quoi. Bon, extra. Bah, merci beaucoup, Mihai, pour cet entretien. C'était super intéressant. De rien, ça a été très sympa. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues
abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.